Bon, j'espère qu'après ce marathon de 2 jours, il y a encore un petit peu d'énergie pour l'audition. Voilà, nous avons pu constater que le patrimoine religieux est un univers en soi qui n'est pas renfermé dans les églises et qui nous entoure finalement dans notre quotidien. Nous avons pu entendre les acteurs religieux responsables de leur usage en parler, nous avons pu entendre les acteurs politiques responsables de leur entretien nous en parler, nous avons pu entendre les conservateurs responsables de leur conservation nous en parler, nous avons pu entendre aussi cette journée des spécialistes dans les différents domaines nous montrer et nous révéler la richesse du patrimoine religieux en Vendée. Mais nous ne voudrions pas oublier que ce patrimoine, en fait, subit les affres du temps, parfois l'incurie des hommes, et qu'il a besoin de restauration, et que nous avons des hommes et des femmes qui travaillent quotidiennement à sa conservation, souvent dans l'ombre, j'allais dire les mains dans le cambouis, mais en tout cas les mains dans le sacré, et je voudrais pouvoir vous les présenter aujourd'hui, donc les conservateurs, restaurateurs ou artisans du patrimoine ou architectes du patrimoine qui maintiennent cet héritage pour le profit de tous et des générations futures. Donc, il faut qu'on soit un petit peu rapide. Donc, je vais leur demander individuellement un petit peu de se présenter rapidement et surtout de présenter la nature de leur métier. Vous présentez votre nom, vous allez vous présenter et puis dire un petit peu chacun, parce que vous êtes dans des domaines très différents, quelle est un petit peu votre intervention sur le patrimoine religieux. Commence qui veut. Bonsoir, Patricia Jaunet, donc architecte du patrimoine, basée sur Esnay, travaillant essentiellement à la recherche historique pour établir des diagnostics, réaliser des études diagnostiques sur les structures, sur les charpentes, couvertures, avec des équipes pluridisciplinaires et ainsi réaliser des préconisations, le tout adjointe de travaux économiques à séparer, bien sûr, avec des tranches de travaux qui vont des tranches de travaux prioritaires, d'urgence, jusqu'aux travaux de restauration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais tout seul pour faire ce genre de travail et qu'on a des chercheurs avec nous, des historiens de l'art, des bureaux d'études de structure, bureaux d'études fluides, des restaurateurs dans les équipes de recherche, restaurateurs en décor peint, et encore d'autres métiers, je ne vais pas tous les nommer. Voilà. Laurent. Donc Laurent Baudin, je suis le co-gérant de l'entreprise Beneteau qui est basée au Châtelier Châteaumur à Sèvres-Mont. Entreprise spécialisée dans la restauration de patrimoine, maçonnerie, taille de pierre principalement. Je dis principalement parce que la spécialité un peu locale, c'est qu'on fait aussi de la toiture tuile. Voilà, l'entreprise Beneteau est une entreprise qui a plus de 100 ans. On a repris il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Elle s'est spécialisée dans les années 80. On est un peu lié à l'histoire du Puy du Fou et le développement du Puy du Fou qui a initié mon prédécesseur à se lancer dans le patrimoine. Et depuis, on y est resté, on est tombé dedans. Et puis, voilà, on s'attelle à prendre la suite des dossiers préparés pour réaliser les travaux de restauration de l'ensemble du patrimoine vendéen, entre autres. Patrick Buttier, restaurateur de tableaux. Patrick Buttier, restaurateur de tableaux. Mon atelier se trouve au Poiré-sur-Vie, où nous travaillons en équipe de 4 restaurateurs. Et je voudrais remercier les organisateurs de ce superbe colloque et je pense que c'est au titre de 32 années passées à la restauration du patrimoine religieux en Vendée et dans d'autres départements qui explique ma présence ici aujourd'hui, dont je suis très honoré. Et du coup, nous travaillons cependant également pour les musées de la région, ainsi que pour les particuliers, dont je salue ici quelques personnes présentes dans l'assistance. Les musées, oui, Monsieur Gendron m'a longtemps fait confiance également pour le musée Bernard d'Agissier à Niort. Et j'ai aperçu tout à l'heure Laurent Blanchard, Julien Bourreau, pardon, excusez-moi, j'ai aperçu Julien Bourreau, je ne sais pas s'il est encore dans l'assistance, mais
et Laurent, bien entendu, qui continue à me faire confiance pour toutes ces belles restaurations dans les églises vendéennes, sans oublier Richard Lévesque, avec qui j'ai débuté en 1992. Christophe Dumas, d'Horreur à la Feuille. Je suis établi à Sainte-Cécile. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis artisan. Voilà, depuis 15 ans à peu près, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec Julien Bourreau, justement, puis avec les conservateurs en général. Et puis, voilà, donc mon métier, c'est vraiment finition or, donc feuille d'or, sur du mobilier, voilà, quel qu'il soit. Merci. Alors, on constate donc d'abord que vous êtes 4 représentants, mais on ne pouvait pas inviter tous les conservateurs-restaurateurs, tous les artisans d'art qui travaillent en Vendée. Donc, vous portez sur vos épaules la représentation de vos corporations et de l'ensemble de vos collègues. Et je vous remercie donc de bien avoir accepté de les représenter. Vous travaillez à la conservation d'œuvres, mais au-delà de cela, vous travaillez à la conservation de savoir-faire, qui est un patrimoine immatériel aussi, mais la dorure à l'or est aussi quelque chose qui est un savoir-faire, la restauration de tableaux également, et de l'architecture, bien entendu. Vous participez donc aussi à une économie. Je rappelle que le président du conseil départemental nous rappelait hier que, en gros, et encore sur la partie visible de l'iceberg, parce que tout ne passe pas par le département de la Vendée, mais les subventions que donne le département sont la participation à peu près à 33 millions d'euros de travaux en Vendée par an pour la conservation du patrimoine. Donc ce n'est pas une paille, hein, ça participe quand même à quelque chose. Et je voulais vous demander, alors je ne sais pas si vous avez pu faire l'exercice, mais le patrimoine religieux est quand même une part importante de notre patrimoine. Et dans vos domaines d'activité, quelle est la part du patrimoine religieux, alors soit en quantité, soit en chiffre d'affaires, que représente donc votre intervention dans votre activité en général, à côté du patrimoine civil? Je reprends le micro. Pour moi, en fait, j'ai regardé un petit peu cet élément. On va dire que si je parle en chantier annuel, je suis à peu près entre 3 et 4 chantiers de dorure patrimoniale, dorure patrimoniale, religieux par an. Voilà. Donc ça fait environ 53 chantiers, on va dire, sur une quinzaine d'années. Alors évidemment, c'est inégal. Parce que ça peut être des chantiers très importants, assez nombreux. Enfin, je pense notamment quand j'ai fait le chemin de Croix-de-Fous-Sépéré, pour moi c'était un gros chantier qui occupait un gros volume dans l'année. Et puis ça peut être aussi des petites choses. Hein. Quand je parle de chantier, ça peut être aussi justement un reliquaire, une statue. Et donc forcément, oui, ça va pas faire tout le chiffre de l'année. On est d'accord. Oui. Alors, en ce qui me concerne, pour parler du patrimoine religieux sur la Vendée, ce serait, je pense, une dizaine de tableaux régulièrement restaurés, auxquels il faut ajouter, bien entendu, ceux qui sont confiés par les conservations d'antiquités et objets d'art ou les DRAC des départements Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Donc, en nombre, c'est difficile, mais je pense qu'il y a 60 à 70% du travail qui est consacré à la restauration du patrimoine religieux dans mon atelier. Et le reste se partage entre donc, les musées et les particuliers. Ce qu'il s'agit pour l'entreprise Beneteau, mon prédécesseur a fait un recensement. Donc, j'ai un chiffre précis de 241 édifices. Jusqu'en 2013, et depuis on a arrêté le recensement. Mais en tout cas, on a continué activement à restaurer le patrimoine religieux. Et ça dépend des années, mais ça représente entre 25 et 30% à peu près de notre chiffre d'affaires. Je dirais qu'on a une bonne trentaine depuis, donc on doit approcher de 270 à peu près édifices. Voilà, à peu près. Mais c'est très variable d'une année sur l'autre, bien sûr. Et les architectes? Une architecte.
Tout simplement, enfin, j'aurais pu faire une enquête auprès de tous les architectes du patrimoine qui intervenaient sur la Vendée en tant que délégués des architectes du patrimoine des Pays de la Loire. Moi, je suis pas retournée sur les 27 années que j'ai passées à la restauration du patrimoine bâti religieux, mais sur les 4 dernières années, la part consacrée aux interventions sur le patrimoine religieux représente 60 à 70% de notre activité. Voilà. C'est très clair. Et cela montre que ce n'est pas marginal, je dirais c'est majoritaire. Très bien. Merci de ces informations et qui nous donnent finalement dans l'activité économique le poids du patrimoine religieux. Alors le patrimoine religieux, on a pu le voir pendant ces 2 jours, a cette particularité, notamment pour le patrimoine paroissial, qu'il est à la fois propriété des communes et affecté à un prêtre affectataire qui a la responsabilité de l'usage et de l'organisation liturgique à l'intérieur de son église. Est-ce que dans votre pratique, soit quand vous intervenez sur des objets qu'il faut replacer ensuite, ou lorsque vous restaurez complètement un édifice, est-ce que vous trouvez que l'intervention sur le patrimoine religieux est différente que si vous interveniez pour un patrimoine civil? Qui veut répondre? Peut-être pas obligé de tous répondre. Personnellement, non, je vois pas de différence. Si j'en reste à la notion technique, une pièce va être abordée de la même façon, qu'elle soit dans un milieu profane ou un milieu religieux. Voilà. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est peut-être, disons, l'estime ou le respect que l'on va pouvoir mettre si on sait que tel objet a une destination de culte, qu'il est destiné à une dévotion particulière. Bon, ben, voilà, on va faire peut-être encore un tout petit peu plus attention, même si cette attention est de principe, est un principe professionnel. Donc, il est vrai que nous pratiquons tous ici présents des activités très matérielles. Nous travaillons avec nos 10 doigts et on est quotidiennement dans la résolution de problèmes en ce qui me concerne, d'écailles, de tableaux qui tombent, de déchirures, de châssis à changer. Et j'aurais tendance à dire qu'on est un peu ancré dans ces problématiques matérielles au quotidien, mais cependant, et là je fais un petit pont avec l'intervention de M. Crépeau tout à l'heure, en travaillant, on écoute beaucoup de musique, justement. Et personnellement, j'ai une affinité particulière avec la musique classique, la musique ancienne et la musique chantée aussi. Monsieur Crépeau a dû connaître et côtoyer Paul Coléo. J'ai fait partie de son ensemble vocal pendant une dizaine d'années à Nantes. Et c'est quelque chose qui m'a toujours porté. On parlait tout à l'heure d'immatérialité en ce qui concerne... Et il est vrai que ça apporte une dimension supplémentaire. En écoutant de la musique, on a la chance de pouvoir avoir l'esprit qui est libéré quand on travaille. Et en ça, on se sent... Enfin, certaines personnes, je ne peux pas parler pour... Mais personnellement, ça m'a toujours permis de me porter... Alors, je ne dirais pas que ça m'élève aussi à un rang de spiritualité, mais en tous les cas, ça libère l'esprit, la musique, et ça permet de passer à une autre dimension. Et cette transition, elle est également faite, j'aperçois l'image du tableau. Donc, quand on a des tableaux comme ce Ecce Homo, bien évidemment, on est également porté par la représentation. Et cette œuvre... croyant ou non, ne laisse absolument personne indifférent quand il se retrouve devant à l'observer. D'un point de vue bâtiment ou technique, pour nous, je pense que l'approche est la même, que ce soit tout type de bâtiment. L'aspect technique doit être le même avec sa conception, son architecture qui nous contraint ou nous amène à le restaurer avec le respect de ce qui a été fait initialement. Mais ceci dit, moi je fais un peu une différence et je pense que l'ensemble de l'équipe, c'est plutôt le respect des lieux et du propriétaire
ou de l'exploitant, alors d'une manière générale du patrimoine, mais peut-être plus particulièrement sur le patrimoine religieux, où il peut être amené à être dans, je pense, dans des abbayes, dans des chapelles privées, à avoir un respect de discrétion, d'accès, de protection, où là, on va apporter une attention toute particulière à bien respecter ça, quoi. Voilà ce que je dirais de différence pour moi. La relation avec l'affectataire qui devrait souvent être intégrée, je dirais, dans la maîtrise d'ouvrage, hein, c'est-à-dire que voilà, quand il y a un locataire qui peut avoir aussi une expression de besoin, est-ce que vous la voyez dans les chantiers de restauration? Patricia, peut-être, est-ce que quand vous définissez un programme de restauration qui parfois intervient sur l'organisation d'un chœur liturgique ou qui intervient oui, sur l'ameublement, est-ce que l'affectataire est toujours, comme il devrait l'être, avec le propriétaire, impliqué? Alors, d'une part, oui, il devrait être impliqué, mais on n'a pas souvent l'occasion de travailler sur les réaménagements intérieurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut avoir des réflexions lorsqu'on rend les études, mais je sais qu'une des dernières études que Pierre Bazin a présenté, eh bien, les gens de la paroisse étaient là et j'ai trouvé ça que c'était une bonne chose pour pouvoir échanger sur les tableaux, des aménagements, les fonds baptismaux. Ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, quand on travaille et qu'on est au bureau et pas sur les chantiers à suivre, à discuter avec le maître d'ouvrage et les entreprises sur le chantier, la musique nous accompagne parfois. De temps en temps, je le mets, parfois je l'éteins. Mais je mets souvent les musiques de Madame Gilbert, qui est une musicienne hors pair. Son mari, les ateliers de la Chapelle au Longeron, c'est une très belle musicienne et chanteuse. Et ses douceurs dans les chants moi, m'accompagnent souvent. Donc c'est vrai que on a aussi, moi je l'ai vu, 27 années, c'est pas rien, mais j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est charpente, maçonnerie, pierre de taille, couverture, beffroi, cloche un petit peu. Mais là, j'ai passé un espèce de cap où, quand on rentre à l'intérieur des édifices et qu'on s'attaque, entre guillemets, à la restauration des décors peints, des mises en scène sur les retables, on a tout le respect et l'humilité pour les artistes qui ont réalisé ces œuvres, et c'est très important. Voilà. Merci. On va passer à la dernière question, hein, et je vous demanderai, parce qu'elle risque de vous emmener dans un développement long, donc il va falloir essayer de rester concis. C'est quelque chose que nous avons préparé à l'avance, c'est-à-dire de pouvoir nous partager une expérience de restauration à partir d'ailleurs des objets ou monuments que vous voyez face à vous. Ce que je voulais dire, et pour redonner aussi et reconnaître toute l'importance du travail donc, de ces spécialistes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a eu des conservateurs sachants qui effectivement développent une connaissance intellectuelle poussée, mais la connaissance intime des œuvres, en fait, elle passe souvent par les conservateurs restaurateurs qui interviennent sur l'objet, vraiment le nez, comme je disais, les mains sur l'objet, et vous êtes conduits à nous éclairer et à nous aider à comprendre soit de quelle manière a été conçu l'objet, et de nous aider aussi à comprendre et à découvrir parfois des choses que révèle la restauration. Et je vous laisse choisir qui veut commencer à partir donc des 4 œuvres qui sont présentes derrière vous, nous présenter donc cette expérience. Alors voilà, j'ai pris. Je pense que le choix est fait. Le choix est fait. Je suis désolé. Ah, c'est pas oui. Voilà. Voilà, nous dire alors en étant rapidement, hein, en étant rapide, pardon, parce que le temps passe. Voilà, quelle expérience, pourquoi vous avez choisi cet objet? Tout d'abord, peut-être une petite explication sur la photo de gauche qui peut peut-être vous interpeller un petit peu. C'est le même tableau, hein, je le précise. Enfin, ça paraît peut-être évident pour certaines personnes, mais pour d'autres moins.
C'est une radiographie donc, du tableau de Lecce Homo, dont Laurent Blanchard a touché un petit mot déjà, et puis on va en dire un peu plus, mais pas trop non plus, pour l'instant. Donc, cette radiographie fait partie de... C'est un des éléments d'une grande étude scientifique qui a été réalisée au laboratoire Art Quantique de Nantes. Et donc, grâce à cette radiographie, on a une vision des sous-couches du tableau et de la façon dont l'artiste a élaboré son œuvre. Et vous pouvez voir, même si vous n'avez jamais fait de peinture, que le geste est très ample, assuré, et on sent que l'artiste qui a posé les bases, on va dire, de cette peinture savait où il allait et avait un geste très vigoureux et sûr de lui. Ça, c'est déjà un premier critère. Ça ne nous donne pas un nom d'artiste, mais ça nous fait simplement penser que ça ne peut certainement pas être une copie. Et après, tout le travail... Alors là, après, c'est au-delà de... Moi, j'impulse, si vous voulez, des méthodes de travail pour organiser les recherches, mais ensuite, ça va être le travail à la fois de l'historien de l'art et puis de spécialistes. Et ça va être dans une deuxième phase qui, je l'espère, sera prochaine, en début d'année prochaine, pour comparer justement avec des radiographies et des examens scientifiques qui seront de peintres absolument authentifiés. Parce que là, je crois que je peux me permettre de le dire, parce que c'est écrit, oui, là on est quand même sur des pistes assez sérieuses, oui, d'artistes. J'en dis pas plus, je laisse à Laurent le choix d'en dire plus si nécessaire. Non, merci en tout cas, mais ce que je pense, c'est ce que l'humilité ou la pudeur de Patrick nous empêche, c'est que voilà, quand on est face à cette œuvre et quand il l'a révélée après son nettoyage, il y a vraiment une émotion et c'est là qu'on voit les talents des peintres qui sont variés et qui là, en tout cas, à travers les siècles, nous révèlent une présence qui est encore beaucoup plus forte avec l'œuvre authentique, extraordinaire, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et tout cela, c'est un teasing qui vous sera dévoilé au fil du temps. Alors, cette œuvre était, je peux peut-être dire qu'elle était répertoriée comme 19e. Oui, je l'avais dit ce matin, à l'origine, elle était mal connue. Tout ça est remis en cause, bien entendu. Voilà, la science avance toujours. Monsieur Dumas, vous avez choisi une Vierge vendéenne. Oui, la Vierge qui appartient au trésor de Saint-Vincent-Sterlange. Alors ici, en fait, on était sur le cas typique d'une contrefaçon, si je puis dire, parce qu'en fait, l'image justement de avant travail montre bien donc une dorure terne. Et donc, quand j'ai réalisé les travaux préparatoires pour bien analyser ce à quoi j'avais affaire, je me suis trouvé en présence d'un recouvrement soigné, attention, à la feuille de cuivre, sur des préparations synthétiques. Et donc, en poussant l'analyse, j'ai rassuré M. Bourreau, qui m'avait dirigé sur ce travail, en lui disant si, c'est très intéressant. En dessous, on a bien une dorure à la détrempe authentique, telle qu'elle se faisait au XIXe siècle. Et donc, banco, on va partir pour dégager donc cette contrefaçon au cuivre. Et retrouver une dorure, la dorure d'origine. Alors techniquement, en fait, voilà, c'était un bel objet, et puis en même temps une problématique assez complexe, parce qu'il fallait retirer toutes ces matières synthétiques, parce que quand je parle de matières synthétiques, en fait, il y avait sous le cuivre, sous la miction qui tient le cuivre, il y avait un polymère, un primaire assez étonnant que je n'avais pas rencontré jusqu'ici, qu'il a été difficile d'enlever. Donc ça, c'était un enjeu intéressant.
bien analyser le produit, trouver la méthode pour retirer ces matières, en essayant de conserver bien sûr au maximum ce qu'il y avait en dessous, qui étaient témoins, et puis quand même refaire au mieux avec les méthodes de l'époque. Bon, tout ça, c'est le métier. Et donc, pour moi, c'est un bel exemple, enfin une belle réussite, parce que j'ai réussi à retrouver les enduits à la colle, à les rajeunir, parce que bon, ils étaient quand même assez abîmés par toute cette intervention. Et puis, en dehors de la dorure à la feuille, aussi ce qui m'a plu, ce qui était sympathique au niveau de cette Vierge, c'était les autres détails. Hein. Justement, j'ai cherché la polychromie sur le visage et les mains, retrouver en fait quelque chose de plus clair, parce qu'en fait, en dessous, il y avait eu des repeints successifs. En dessous, donc, on avait quelque chose de plus clair. Donc voilà, il s'était question de le restituer. Et puis aussi d'autres petits détails, comme restaurer les doigts. Donc là, on s'écarte légèrement un petit peu du strict métier de doreur. On était vraiment plus dans une démarche de restaurateur au sens global. Et ça aussi, c'était sympathique. Alors bon, ces notions hein, d'en faire plus que le strict métier, c'est fréquent en restauration du patrimoine. Hein, on en fait toujours plus. Et donc voilà, ça c'était sympathique. C'était vraiment aussi ce que j'ai aimé, c'est la restitution vraiment très lumineuse de cette Vierge en gloire hein, qui écrase le serpent. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aimé ce travail. Merci. Le hasard nous fait tomber à Notre-Dame du Bon-Port. Patricia. Que dire ? Alors ça, c'était la deuxième Notre-Dame du Bon-Port, parce que la première sur Nantes nous a fait travailler sur les décors de la coupole Notre-Dame du Bon-Port qu'on a vu ce matin, le dôme dont les couvertures ont été reprises et terminées en 2021, donc c'est Nantes. Et donc si j'ai pu arriver sur cette Notre-Dame du Bon-Port au Sables d'Olonne, c'est grâce à Pascal Prunet, que je remercie encore ici, de m'avoir fait travailler sur cette église pour la chapelle Sainte-Anne que vous voyez derrière. Et donc, des décors sur... alors, l'image est... Voilà, des décors sur les tableaux, des tableaux peints qui ont été déposés avec les cadres, des décors en haut... avec les anges, la gloire, mais aussi des décors sur les motifs géométriques sur l'arcade qui ont été restitués. Comme vous voyez, il y a des manques en bas. Donc là, on fait appel aux staffeurs, on fait les moules, on démoule et on refixe sur les éléments manquants. Donc on voit bien les éléments en bas qui ont été restitués juste à droite, Laurent. Sur le plateau d'échafaudage, voilà. Et donc c'est des éléments qui ont été remis en place sur cet arc que l'on voit tout là-haut, mais également sur la photo de droite, Laurent, on voit Madame Gouret ici qui est installée sur un bout d'échafaudage et qui s'occupe de la scène sur une feuille métallique où on a fait des recherches stratigraphiques pour arriver ici, pour arriver à rechercher les différentes stratigraphies de peinture, enfin de peinture, de teinte et de vernis, et essayer de trouver la bonne teinte finale. Jusqu'aux décors qui sont sur les autels, avec les ateliers de la chapelle, où également, sur celui-ci, il n'y a eu que du nettoyage. Mais je ne vais pas oublier les maçons, tailleurs de pierre, et pour lesquels sur cette chapelle, et sur beaucoup de chapelles, on a rajouté des ex-voto, parce que ce sont des chapelles privées, et des ex-voto en guise de remerciement qui ont été installés un peu partout sur les colonnes,
et donc fait éclater les pierres. Donc la décision qui a été prise ici, sur cette chapelle, c'est de rassembler tous les ex-voto sur des panneaux et les mettre sur les piles afin que tout le monde puisse également les voir. Donc quand on travaille sur ce type d'ouvrage, ça rassemble de nombreux métiers d'art. Également sur les sols en ciment. Donc on avait refait avec Laurent des carreaux manquants, donc des fabriques spécifiques pour compléter les sols à la place d'un ancien confessionnal disparu. Donc on a un nombre d'artisans importants, des métiers d'art importants. Et tout ça, il ne faut surtout pas perdre tous ces métiers au regard des finances qui s'annoncent un peu dures. Et moi, je tiens à remercier, dans cette étape-là, 2021, Notre-Dame du Bon-Port, puis la chapelle Sainte-Anne ici. On est en train de restaurer dans l'église, toujours des Sables d'Olonne, 4 chapelles. Donc là, on est sur la chapelle de la Croix. Et je tiens à remercier Christian Davy qui est ici, pour lequel j'ai participé à sa formation à Rennes et qui nous éclaire parce que on connaît certaines choses, mais on ne connaît pas tout et on apprendra toute notre vie. Restons humbles devant tout ce patrimoine pour le transmettre à nos enfants. Donc là également, Patricia sera assez humble, mais moi je suis épaté devant les architectes du patrimoine parce qu'il faut à la fois qu'ils soient des chefs d'orchestre pour manager effectivement un certain nombre d'intervenants et de spécialistes, et ça s'organise. Il faut aussi qu'ils soient face à leur maître d'ouvrage, donc là les élus, et je salue les élus qui engagent des chantiers importants comme la restauration de Notre-Dame de Bon-Port, mais il faut aussi qu'ils soient de bons administratifs, parce que répondre à des marchés publics pour avoir la possibilité d'intervenir, voilà, quand vous n'y êtes pas, vous ne savez pas ce que c'est, moi je suis d'un côté, vous êtes de l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu compliqué. Si l'État veut simplifier un petit peu les procédures, notamment de marché public, ce serait formidable. Mais nous allons passer, après le chef d'orchestre, à un ensemble. Je ne sais pas si tu es les cuivres ou les violons, etc. Mais Laurent, tu vas nous révéler quelque chose qui est tout frais, mais qui montre que la restauration du patrimoine est l'occasion aussi de découvrir et de mieux connaître le patrimoine. Oui, donc moi j'ai fait... alors c'était un peu compliqué de faire un choix dans la préparation de cet entretien cet après-midi, parce que voilà, on a fait un nombre de bâtiments et de lieux qui m'ont marqué. J'ai pensé à Saint-Denis-du-Perret pour les enjeux techniques que ça représentait pour la consolidation de l'église. J'ai pensé à l'église de Angles aussi pour les enjeux d'adaptation. Mais est arrivée dernièrement la découverte, entre guillemets, de la litre funéraire de Mareuil-sur-Lay. Et c'était pour moi aujourd'hui aussi important de parler des préservations des savoir-faire. Parce que, alors, pour faire le lien entre cette conservation, faut savoir que Louise Dufour, l'architecte du patrimoine, qui est plus là, et Louise du cabinet Antac avait fait une préétude et avait identifié des peintures, mais on ne connaissait pas tout à fait l'ampleur de la litre. Et c'est important pour nous que quand on informe nos compagnons qui sont sur le chantier et qui ont du gros œuvre, entre guillemets, à faire, prennent toutes les précautions sans trop savoir où on met les pieds. Et là, on est, comme tu dis, les mains un peu dans le cambouis. Et de y aller de manière très précautionneuse pour bien découvrir. Et là, du coup, on a découvert une litre dans le narthex de Mareuil qui a depuis... voilà, on l'aperçoit, merci Laurent, où est amené à être restauré, c'est ce qu'il y a, et qui bientôt va être ouvert au public.
très prochainement. Et quand je vous parlais de savoir-faire, on parle de préservation des savoir-faire techniques. Donc on a nos anciens qui ont appris, qui ont été jeunes, qui ont appris de leurs anciens. Et cette année, pour nous, dans l'entreprise, on a eu 4 départs en retraite. 4 départs en retraite dans un... c'est aussi 4 savoir-faire qui partent avec toutes leurs expériences et adaptations, comme je disais, parce que tout ne s'apprend pas à l'école, beaucoup de choses s'apprennent aussi sur le terrain. Et puis, on a préparé ça depuis de nombreuses années. On est même allé jusqu'à monter une académie pour former des gens et les initier à nos métiers du patrimoine. Et aujourd'hui, je voulais un peu les mettre un peu à l'honneur parce que du coup, c'est un parcours où on apprend la taille de pierre, on va apprendre la maçonnerie, on va apprendre la maçonnerie du patrimoine, on va apprendre les systèmes constructifs, et ainsi de suite. Mais tout ça passe parce qu'on a de la passion et ça nous permet, là, sur ce type de projet, de pouvoir aussi apprendre à respecter le lieu. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais à respecter le support et à respecter l'artiste à un moment donné aussi qui a voulu écrire et lire quelque chose. Donc voilà, si c'est la dernière question, je voulais juste dire que nous, on a besoin de chantiers pour préserver nos savoir-faire. Il y a besoin de moyens pour les faire et on a aussi besoin d'hommes. Et les hommes, nous aussi, c'est aussi un problème donc de trouver et de former, quoi. Avant de vous remercier et de vous applaudir fort, je voudrais quand même ne pas rester sur une question scientifique, parce que vous allez vous dire, mais de qui est cette litre? Et en fait, vous connaissez certainement de nom, en tout cas, la dame, parce que c'est une dame veuve qui a été enterrée donc ici. Il s'agit de Marie Dufou, donc dame baronne de Mareuil-sur-Lay, et qui est morte en 1612, protestante, mais enterrée dans une église à l'origine catholique, et qui a eu le bénéfice donc d'avoir une litre funéraire qui est un droit seigneurial. C'est une découverte inattendue et d'un personnage qui a laissé peu de traces dans l'histoire, mais qui est un grand personnage de l'histoire de la Vendée. Et merci à vous 4, et merci à vous 4 et tous les deux représentants.